Senior Analyst at MKG Consulting, Adrien Lanotte will now provide us with his insights into the new normal as regards management in the industry. Please put your hands together. Bonjour à tous, et puis ravi de vous retrouver. Alors moi, je vais avoir le plaisir d'enchaîner avec sur cette présentation très inspirationnelle d'Olivier. Merci encore. Et moi, je ne vais pas remonter aussi loin dans le temps que l'ère des chasseurs-cueilleurs et des peintures rupestres. Mais je vais quand même vous présenter en quelques mots, vous rappeler ce que nous, hôteliers, on s'imaginait être l'avenir hier, il n'y a pas si longtemps, pendant la séquence Covid. Vous vous souvenez, ce nouveau normal dont on nous parlait tant, c'était effectivement un monde de masques, un monde où les opérations étaient extrêmement différentes de ce qu'on avait pu connaître par le passé. Et la question, maintenant qu'on a le recul nécessaire aujourd'hui, c'est quoi la réalité de ce que l'on constate? Le changement, il est aujourd'hui, il s'est diffusé aux différentes étapes du parcours client. Premier point, avant-séjour. Quand on parle d'avant-séjour, le premier sujet qui va vous venir en tête, bien sûr, certainement les réservations. C'est quoi le nouveau normal? Eh bien, si on regarde par exemple les 4 plateformes digitales, Booking, Expedia, Airbnb, TripAdvisor, ensemble, en France, elles ont vendu 31% de chambres en plus en 2022 par rapport à l'année 2019. Juste pour rappel, côté hôtelier global, on est à moins 4 points versus 2019, donc c'est 6% de chambres vendues en volume en moins. Donc si vous demandiez c'est quoi le nouveau normal en termes de volume, c'est un premier élément de réponse. On n'est pas les seuls, hein, évidemment, en France, c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle pan-européenne. On voit, c'est le cas plus de 23 chez nos amis belges. Mais globalement, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus modéré en Europe. On est à 7% en moyenne. Pourquoi? C'est moins le cas dans d'autres pays tels que l'Allemagne, par exemple. Alors, on pourrait penser c'est lié au fait que c'est des marchés plus business et donc on a moins ces comportements clientèle loisirs qui vont se tourner vers ces canaux-là. Mais c'est aussi le cas, par exemple, en Espagne, donc, où on est quasiment au même niveau qu'avant Covid en termes de volume de réservation sur ces acteurs du digital. Il y a bien sûr des sujets de régulation, mais je ne vais pas m'étendre, on va essayer de rattraper un petit peu. L'autre élément sur lequel donc, les hôteliers aujourd'hui, enfin tous les acteurs de l'hospitalité, vous-même au premier chef, eh l'un des éléments qui a changé avant ces jours, c'est donc la poursuite de cette montée en puissance de ces acteurs digitaux. Ça s'est traduit aussi, vous vous souvenez, c'est ce qu'on vous avait montré l'an dernier, sur les éléments de valeur financière. À eux 4, donc si vous prenez 4 leaders, Booking, Expedia, Ctrip, Airbnb, ces 4-là, ils pèsent plus de 200 milliards en valeur boursière. C'est plus que l'ensemble des 10 principaux groupes hôteliers considérés tous ensemble. Ça, c'était le cas, ce qu'on vous montrait l'an dernier. La, entre guillemets, bonne nouvelle, c'est qu'avec évidemment les dernières tendances en termes macroéconomiques et notamment de dynamique des places de marché boursières, vous avez tous vu, bien sûr, ou entendu parler de cette légère correction sur l'univers de la tech. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, si on regarde cet univers de l'hospitalité, il est finalement à peu près à parité avec ses concurrents directs et il y a encore match, entre guillemets. Donc ça, c'est sur le volet financier. Ce qui est intéressant, et pourquoi on en parle, c'est parce que du coup, ça a des incidences directes sur vos perspectives et le contexte de marché dans lequel, en tant qu'hôtelier, on évolue. Avant, en fait, si on prend la décennie écoulée, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ces acteurs du digital qui sont venus sur le marché en allant chercher des croissances de l'offre, notamment extrêmement fortes, et qui finalement sont venus capter une part importante du marché. Aujourd'hui, pour eux, la situation a évolué. Leurs actionnaires demandent à ce qu'ils soient profitables, à ce qu'ils distribuent du cash, des dividendes, et donc le robinet, entre guillemets, que constituaient les marchés financiers pour apporter du grain à moudre et soutenir la croissance en volume considérable de ces acteurs-là, c'est légèrement amoindri. La conséquence, c'est que du coup, eux-mêmes doivent aussi générer des profits, augmenter les taux de commission et aller, entre guillemets, prendre les profits. Donc ça, évidemment, c'est un point qui est important à avoir à l'esprit pour vous parce que vous n'avez plus, entre guillemets, une concurrence aussi virulente de ces plateformes, même si on a vu qu'elles ont continué à être assez fortes en termes de pouvoir de marché. Leur croissance, elle aussi, s'est réduite
Et c'est porteur d'un élément nouveau en termes de pricing power. On l'a vu ces derniers mois en introduction avec Vangelis. Les prix moyens augmentent de l'ordre de 20% chaque mois là, si on se positionne par rapport à 2019. Ça fait partie d'un des différents fondamentaux, bien sûr le revenge travel, mais aussi on est dans un environnement où l'intensification compétitive est un petit peu moins forte que ce qu'on pouvait voir avant. Après, en termes de réservation, qu'est-ce qui est intéressant de regarder ? C'est vrai que vous avez tous plus ou moins vu, on l'entend un peu partout, vous avez observé le tassement qu'on est en train d'observer sur les réservations futures en matière de prix. Maintenant, il faut relativiser. Je crois que c'est le message qui a commencé à être passé en introduction. On a eu le choc, on a eu le rebond avec son euphorie, le revenge travel, et on entre peut-être dans un cycle de normalisation. Tout n'est pas non plus négatif. Si on regarde par exemple les perspectives en termes de réservation future, si on revient à nouveau sur le volet français cette fois-ci, on voit que jusqu'à la fin de l'année, et la France a été assez avant-coureur en Europe, c'est pour ça que c'est intéressant à regarder, on voit qu'il y a des marchés qui sont repartis plus tard, comme le Benelux notamment, et donc la France est plutôt assez pionnière de ce qui se passe en Europe. Si on regarde jusqu'à la fin de l'année, on voit qu'en réalité, le niveau de réservation, à date, il est plutôt en avance par rapport à ce qu'on avait encore l'an dernier, qui pourtant s'est conclu comme une excellente année. Après, il y a évidemment des interrogations sur les comportements sont en train d'évoluer face à l'inflation, où les consommateurs réservent à nouveau plus à l'avance pour se prémunir contre de futures hausses de prix. Mais néanmoins, on reste sur une dynamique plutôt positive. Donc, on est sur un tassement, un ralentissement, via les prix notamment, mais on voit que les volumes, pour le moment en tout cas, tiennent. On voit aussi la poursuite d'un certain rééquilibrage. On avait vu, vous vous souvenez, pendant 2-3 ans, jusqu'en 2021, Paris qui avait été un peu tardive à reprendre. Là, en ce moment, c'est évidemment l'euphorie, vous l'avez tous certainement observé, dans les grandes capitales, Paris, Londres, etc. Et on retrouve ça dans les dynamiques futures avec, notamment, par exemple, sur la rentrée, des gros niveaux d'avance encore par rapport à ce qu'on a eu l'an dernier, qui était une plutôt bonne année. À l'inverse, on voit qu'il commence à y avoir certains rééquilibrages sur des territoires qui, eux, avaient pleinement bénéficié de cet effet de revenge travel, de sortie de Covid. C'est le cas par exemple sur les littoraux, vous voyez, de la Manche ou de l'Atlantique, qui avaient excellemment performé ces dernières années, aussi bien l'an dernier que précédemment, et où on voit plutôt un léger tassement venir et un rééquilibrage finalement plutôt en ligne avec ce qu'on pouvait voir traditionnellement en termes de performance. Ça, c'est sur les réservations, mais c'est loin d'être le seul élément qui a changé avant ces jours. Le premier point qui est important et qui est en train d'être de plus en plus intégré dans vos opérations hôtelières, c'est d'engager la conversation avec les consommateurs avant le séjour. Ça a commencé avec les chatbots. On a aujourd'hui de plus en plus de live chat, c'est-à-dire vous allez avoir sur vos sites mobiles, etc., échanger avec les clients au moment de la réflexion, la prise de réservation. Et puis c'est aussi avant séjour, utiliser de plus en plus les canaux préférentiels du client, donc ça va dépendre des marchés. Chez nous, ça sera plutôt WhatsApp ou Messenger, évidemment en Chine, WeChat ou KakaoTalk sur la Corée. Mais donc, il y a cette idée d'aller discuter, échanger avec le client pour commencer à lui faire vivre cette expérience avant même qu'il n'arrive dans l'hôtel. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment installé de manière durable ces dernières années. C'est quelque chose qui a été amorcé depuis quelques temps par les hôteliers. Vous vous souvenez, on avait présenté par exemple, choisir sa chambre spécifiquement, pouvoir échanger avec les acteurs de la réservation, ou faire des demandes spécifiques. Je veux tel oreiller, je veux tel repas. Ça, c'est des choses où on a plein d'inspiration à aller chercher dans l'univers de l'hospitalité en regardant ce qui se pratique ailleurs. Vous avez par exemple des apps de transport où on va accompagner le client pour lui construire son voyage de manière un petit peu plus intégrée à travers les différents modes. Et puis, vous allez avoir le volet où vous avez les compagnies aériennes, par exemple, qui vont vous proposer de réserver différentes options pendant votre expérience de séjour, et puis la vidéo. Alors, vous avez un élément qui est en train de devenir une brique de valeur importante, qui est la synchronisation entre les différentes briques de création du service. Donc, vous avez les PMS, toutes les solutions logicielles, et on l'a vu, on a commencé à en parler en introduction, le nouvel élément disruptif qui est l'IA. L'IA, elle est en train d'avoir plein de nouvelles applications qui vont venir enrichir
la façon dont on réalise les opérations hôtelières, aussi bien sur les aspects back, on peut parler du revenu management, de la planification du housekeeping, de l'analyse en amont des ressentis clients, de tout ce qui va être la gestion RH, des ventes, etc. Un exemple intéressant, c'est de voir par exemple ce qu'a fait Expedia, qui expérimente une synchronisation avec ChatGPT pour en faire un assistant virtuel qui va accompagner le client dans sa prise de réservation. Maintenant qu'on a dit ça, évidemment, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, comme on l'a dit, c'était un des messages centraux. La constitution d'une relation interpersonnelle, ça reste un des fondamentaux de notre métier. C'est comme ça que l'on va enrichir l'expérience également sur site. Sur site, on a longuement parlé déjà de tous les changements qui ont eu lieu dans la digitalisation du parcours consommateur. On a d'ailleurs fait une série sur Hospitality. Si vous n'avez pas eu l'occasion, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc voilà, on tranche les débats NFC versus QR code, quels avantages et tout ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez effectivement de nouveaux modes d'adresser le client, les ventes, etc., qui se sont imposés et une utilisation accrue du digital pour les menus, pour le check-in, etc. Maintenant, le vrai changement, il est où? Il est sur le staff, les personnes. On est évidemment, vous avez tous collectivement dans la filière vécu la situation d'une pénurie encore accrue de main-d'œuvre. Pourtant, on ne partait pas déjà d'une situation extrêmement favorable dans l'hospitalité là-dedans, mais ça s'est vraiment renforcé. La conséquence de ça, de cette difficulté à trouver du staff, c'est quoi? C'est l'évolution du coût personnel. Si on regarde au 4e trimestre 2022, le coût salarial unitaire, donc si on prend toutes les payrolls de l'hôtellerie en France, c'est 11% supérieur à ce qu'il y avait à la même période en 2019. Donc on est sur un rythme, un taux de croissance annualisé qui est, et ce aussi bien dans l'hôtellerie que la restauration, au-delà de 3,5-4%. Alors, j'en entends déjà un peu certains d'entre vous penser. Donc oui, c'est effectivement bien sûr très nettement supérieur à ce qu'on avait pu avoir sur les décennies précédentes et auxquelles on était habitué. Alors on pourrait penser, oui, mais nos chers représentants d'institutions syndicales ont signé un accord, donc bon, ça faisait longtemps, on ne l'avait pas fait, il était temps de se remettre à jour. On l'a fait une fois, on ne va pas recommencer tout de suite. Oui, sauf que ce sujet de hausse de coût du travail, en fait, il est cross-sectoriel et il est mondial. Si on regarde ce qui se passe dans les différentes régions du monde et qu'on regarde ici le coût unitaire du travail, on voit que, aussi bien en Europe qu'en France qu'aux États-Unis, on est sur des hausses supérieures à 5% ces derniers mois, par an, en annualisé, donc on est sur de très fortes hausses. Donc malheureusement, la situation n'est pas complètement résolue et ça va continuer à être un sujet important. L'une des autres mutations que ça entraîne dans les opérations, c'est que vous êtes les business models, et ça c'est une bonne chose, je crois qu'on peut tous collectivement s'en féliciter, les business models sont en train d'évoluer. Si on regarde comment se répartissent les déclarations préalables à l'embauche, donc les personnes que l'on va, avec lesquelles on va signer un contrat sur la période donnée, on voit qu'en fait, depuis pas mal de trimestres maintenant et depuis la sortie de séquence Covid, en fait, ce sont bien les embauches en CDI qui augmentent fortement, donc tous les contrats permanents. Sur la France, ce sont des CDI. Donc, pour donner une mesure, on est passé de 185 000 au 4e trimestre 2019 à 220 000 sur la même période en 2022. Donc, on est sur plus de 20% de hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une dynamique donc, de fidélisation de ces ressources, de ces salariés, mais aussi des gens qui intervenaient de manière récurrente, les extras, qui s'étaient énormément développés dans les années 2000. Aujourd'hui, finalement, tous les signatures de contrats courts d'extra, ces gens-là, on cherche plutôt à les faire rester un petit peu plus longtemps à travers des contrats un petit peu plus longs également. Donc ça, c'est sur les ressources humaines. Un autre driver qui a énormément changé pendant les opérations, c'est bien sûr les coûts énergétiques. De quoi on parle? Les coûts énergétiques dans un hôtel en France, avant Covid, c'était en moyenne entre 3 et 5% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui,
en moyenne, on parle de 1,5 points, 1,5%. Donc on est passé par exemple de 3 à 4,5, de 4 à 5,5 selon les hôtels, en moyenne en France. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est encore plus important en Allemagne, par exemple, où évidemment, il y a eu un effet encore plus important du choc énergétique. Mais à l'inverse, en Espagne, par exemple, où il y a à la fois une dynamique où les prix ont monté fortement et où ils ont fait leur propre chemin, j'ai envie de dire, sur le volet du prix de l'énergie, en fait, eux sont à peu près au même niveau qu'en 2019. Donc on voit que c'est en train de créer quand même des écarts entre les marchés en termes de compétitivité dans l'hôtellerie au sein même de l'Europe. Ce qu'il faut voir, c'est que cette hausse de l'énergie, elle doit nous entraîner aussi à s'interroger sur comment on peut être plus efficient. On a regardé avec les données de l'ADEME notamment, quel est l'impact lorsque l'on a un hôtel qui est chauffé au gaz, à l'électricité ou à travers les réseaux de chauffage urbain. Ce qu'on voit, c'est qu'un hôtel qui est chauffé au gaz par rapport à l'électricité, il consomme en termes d'énergie brute, et ça c'est un sujet que vous devez tous certainement, j'imagine, avoir déjà bien en tête avec la montée en puissance des enjeux RSE et du décret tertiaire. Lorsqu'on passe de l'électricité au gaz, en général, un hôtel va consommer 18% en moins. Si on le relie au réseau de chaleur urbain, en moyenne, les hôtels consomment 44% de moins. Alors, ce n'est pas juste on passe de l'un à l'autre. Il y a aussi des effets, évidemment, de ceux qui ont fait ces choix-là ont une approche plus responsable ou des emplacements plus favorables. Mais le sujet, la consommation énergétique, il est intéressant parce qu'il est aussi porteur d'opportunités dans les opérations et puis aussi, d'ailleurs, sur le volet immobilier. Si on regarde la consommation énergétique des hôtels, de l'immobilier hôtelier en France, et qu'on regarde par période de construction. On l'a vu au Paris Asset Forum l'an dernier, la période de construction des hôtels, c'est un élément très important de la performance. On voit qu'il y a une génération d'hôtels qui se distingue, malheureusement, c'est celle des années 80, la toute première génération des hôtels de chaîne, où en fait la consommation énergétique du bâtiment, elle va être pratiquement 2 fois supérieure aux conceptions récentes de 2010, etc. Donc là, il y a aussi potentiellement des leviers d'optimisation opérationnelle et de création de valeur à aller chercher. Plus globalement, un des grands changements, un des éléments du new normal, c'est la prise en compte accrue de la responsabilité sociétale et environnementale. Donc c'est vraiment tout l'ESG, c'est les éléments un peu plus classiques de l'eau, le gaspillage, l'énergie sur lesquels on a échangé, mais c'est aussi vraiment des démarches aujourd'hui plutôt holistiques, où on parle de tout ce qui est démarche d'achat, du personnel et de l'engagement social et sociétal, et puis de tout ce qui est à usage unique. Tout ça sont des éléments que l'industrie s'approprie fortement pour aller chercher du progrès en termes de RSE. Un élément qui est très important et qui a changé aussi, qui a redevenu, j'ai envie de dire, central dans les opérations, c'est pour ça qu'on l'a rassemblé. On a même eu ce petit débat lorsqu'on a imaginé le déroulé de nos séquences. On s'est dit non, le F&B, ça fait partie de l'hôtellerie, c'est pas juste quelque chose que l'on va traiter séparément. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le F&B, c'est redevenu au cœur de l'hôtellerie. Mais de quel F&B on parle? La restauration, même dans le pays d'Escoffier, en fait, c'est plus du tout ce qu'on imagine. La restauration rapide, aujourd'hui, c'est quasiment la moitié de l'activité, l'investissement, quelle que soit la métrique qu'on prend. La moitié du business aujourd'hui de la restauration en France, le pays de la restauration classique, c'est la restauration rapide. Et ça, c'est sans parler de les nouveaux normaux qui ont émergé, les dark kitchens, la restauration emportée, qui fait que les frontières se sont brouillées. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des opérateurs, à l'instar ici du même le leader, le numéro 1 sur ce marché ici, qui est le groupe Bertrand, qui va à la fois opérer des brasseries et des enseignes de restauration rapide. Donc, les barrières sont tombées en termes d'opérateurs. Et les hôteliers traditionnels, eux aussi, réfléchissent différemment. On s'est dit pendant la séquence Covid, comment on veut aller toucher les locaux, etc. L'idée, c'est aussi d'aller chercher des concepts de restauration. On ne va pas juste plugger tout le temps le même pour répondre aux besoins des clientèles qui séjournent le soir, et puis on met le même partout autour du monde. On va chercher sur son micro-marché qu'est-ce qui peut être intéressant. On a pris un autre exemple près d'ici, près de nous, avec le Pullman qui allait chercher une enseigne italienne. Or, la restauration italienne, sur l'échantillon des 17 000 restaurants parisiens, c'est 1/5. Donc, ce n'est pas inintéressant, si vous voulez toucher cette clientèle, dans un marché local où vous avez pas mal de brasseries, d'offres traditionnelles françaises, crêperies, etc., d'aller chercher cette typologie de restauration-là.
Évidemment, c'est quelque chose qui va varier énormément selon les marchés. Si on prend Berlin, par exemple, on va avoir une répartition très différente de la structure du marché de la restauration, et ça, c'est quelque chose que les hôteliers aussi doivent s'approprier et commencer à vraiment regarder. Le sujet, c'est que si on dit le F&B, c'est un vrai sujet, on en parle, on l'adresse, etc. Comment on fait pour déployer des concepts? Parce qu'on reste quand même sur un business où l'idée, c'est d'aller chercher de l'échelle sur des concepts. La problématique à laquelle on se heurte, c'est qu'il y a évidemment des habitudes de consommation en termes de cuisine, mais aussi en termes opérationnels, d'heures d'ouverture, d'exploitation. Comment ça fonctionne? C'est très variable selon les marchés. C'est variable même au sein des marchés. Ici, à Paris, par exemple, on voit bien sûr, on a quasiment la moitié de l'offre de restauration qui est fermée les dimanches. C'est en train d'évoluer aussi vers les lundis notamment. Mais si on regarde à l'échelle européenne ou par rapport à la France, par exemple, des opportunités peuvent se dessiner. Le all day, l'ouverture en continu sur les métropoles, les grandes métropoles françaises n'est pas encore si développée. Vous avez des situations qui sont très différentes sur les marchés germanophones liés au rythme de vie, et sans parler bien sûr de l'heure espagnole que tout le monde connaît et qui est assez bien illustrée ici. Donc ça, c'est sur le F&B qui est vraiment redevenu un point très important à prendre en compte dans les opérations hôtelières aujourd'hui. Mais l'autre élément qui a changé, ce sont la prise en compte plus largement des expériences. Les expériences, c'est quoi? Eh bien, on a une rupture des frontières, on l'a vu dans le F&B, mais c'est le cas aussi dans l'univers de l'expérience. C'est des acteurs comme Paris Society qui vont faire à la fois de l'hospitality classique et du traiteur, du clubbing, de l'événementiel. Et puis ça marche aussi dans l'autre sens. Vous avez par exemple un acteur comme Equinox qui au départ c'est une chaîne de fitness à New York et puis qui va lancer ses hôtels. Donc la perméabilité du marché va dans les deux sens et aujourd'hui l'univers de l'hospitalité s'est élargi à d'autres métiers et réciproquement d'autres acteurs y arrivent. C'est un vivier aussi d'opportunités possibles. On voit qu'aller chercher ces nouveaux métiers, ça se traduit différemment selon les acteurs, selon les marchés. En Asie, par exemple, Rosewood, qu'on connaît bien ici en Europe pour le Crillon ou Pinta Hotel, en Asie, ils ont par exemple lancé leur club privé, un peu les clubs à l'anglaise 19e, et puis le volet spa, bien-être, etc. Plus proche de nous, on a des acteurs, à l'instar de franchisés, comme Lavorel, qui va aussi avoir ses propres bateaux, donc le tourisme fluvial, ou se lancer dans le no-tourisme en ayant son propre château. Donc ça, c'est vraiment, ça illustre la convergence des univers et le fait que l'univers de l'hôtellerie, aujourd'hui, doit aller chercher d'autres éléments dans l'expérience. Autre cas avec la santé, on peut parler des cas tels que Merano ou Ensana, mais on va essayer d'aborder ensemble plutôt qu'est-ce qu'on en retient. Qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Les opérations, elles ont vraiment beaucoup évolué. Mais si on regarde ce qui se passe ailleurs, il y a peut-être d'autres idées à aller chercher. Qu'est-ce qu'on voit dans d'autres univers? On voit beaucoup d'éléments à l'abonnement, du paiement fractionné, du conseil à distance, de la location, d'aller chercher d'autres métiers. Ça nous donne peut-être une indication sur un nouvel avenir encore en termes opérationnels dans l'hôtellerie. Ce sont des acteurs tiers aussi qui vont chercher des nouveaux business models. Par exemple, des acteurs de la literie ici qui vont dire au lieu de faire payer les clients, on va installer des capteurs et puis ça sera facturé à la nuitée des clients. Où on a eu la chance d'accompagner les fabricants de mobilier qui sont en train de préparer pour l'hôtellerie justement des offres avec du contrat de service où on vous fait de la maintenance et en sorte que tout soit géré de manière externe et vous n'avez pas d'immobilisation de chambre en cas de besoin. Donc plein d'éléments, en fait, plein de nouveaux business models nouveaux. L'une des données transverses de tout ça, c'est quoi? C'est que les hôteliers, ils ont intérêt à aller chercher les expertises là où elles se trouvent. Et ça passe de plus en plus par des partenariats. C'est ce que l'on voit, par exemple, Dorchester qui va chercher Koyo pour faire sa collection de chaussures. Hayat qui travaille avec Spotify sur son expérience de son. Ascot qui va mettre en place un environnement avec université technique dédié à la VR. Tout ça sont des éléments qui sont moteurs de changement dans les opérations. Et last but not least, et là je vais reconnecter avec le brillant exposé que nous a fait Olivier, le grand changement qu'on a eu en termes opérationnels depuis la séquence Covid, c'est le changement des habitudes de vie, et notamment la montée en puissance du télétravail.
Si on regarde ce que ça représente en France, en Europe globalement, ça concerne aujourd'hui 38% des employés pour, en moyenne, 2 jours par semaine. Donc ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux d'entre vous qui avaient la chance d'être là parmi nos fidèles lorsqu'on a fait le même événement en 2020, avec les tables et tout, c'était un autre esprit. On vous avait présenté cette slide qui vous montrait en fait quel est l'écart entre la performance, le RevPAR, pendant la période estivale versus le reste de l'année, en se disant déjà, attention, le loisir, il est probable que ce soit un des moteurs de la reprise. C'est évidemment exactement ce que l'on a constaté, et on retrouve par exemple en sortie de Covid, par exemple si on regarde en Espagne, Madrid et Barcelone, on avait bien vu que Barcelone était beaucoup plus exposé loisirs, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur la surperformance de la destination versus Madrid, ou Berlin par rapport à Munich et Düsseldorf, etc. Donc cette montée en puissance du loisir, elle change aussi les équilibres en termes opérationnels sur les destinations qui performent en termes de top line, celles qui ont besoin de ressources et d'efforts aussi certainement de développement supplémentaire. Un autre changement que ça induit, c'est l'équilibre entre jours de semaine et jours de week-end. Si on regarde le RevPAR sur les 6 premiers mois, il a évolué de 10% à la hausse seulement sur les jours de semaine en France contre 30% les jours de week-end. C'est quelque chose qu'on retrouve même sur des marchés business comme en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est moins le cas sur des marchés tels que l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'eux sont sur des modèles de commercialisation différentes, où il y a plus de poids du resort et donc de la commercialisation à la semaine, ce qui est peut-être aussi l'un des angles de réflexion pour aller capitaliser sur cette hausse du télétravail, des clientèles loisirs, du leisure dont on a parlé. Et puis, si on reprend un petit peu plus la vision d'ensemble de tout ça, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, vous, hôteliers, aujourd'hui, vous combattez pour du temps de loisirs disponible. C'était le message tout à l'heure d'Olivier. On est en concurrence sur ce temps de loisirs disponible qui s'est développé, et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas juste sur un revenge travel conjoncturel, on est sur une dynamique structurelle, et cette logique-là, elle doit aussi sous-tendre vos réflexions opérationnelles et stratégiques. Et c'est vrai que si on prend sous cet angle-là, nous, les acteurs de l'hospitalité, comme ça a été présenté, on défend les valeurs du temps de loisir social et du temps de loisir de la scolée, on l'a vu, donc donner du sens, donner des moments d'échange entre ces acteurs-là. Vos concurrents, c'est peut-être aussi Netflix, Nintendo, si on raisonne sous cet angle-là. Et donc, vous devez vous dire comment je vais capter ce temps de loisir disponible. Merci à tous.